Le plan d'action national relatif à la résolution 1325 des Nations Unies est en cours d'exécution. Une formation est ouverte dans ce sens ici à Bamako à l'endroit des ambassadrices de la paix. La session porte sur les sujets en lien avec la prévention et la gestion des conflits. Dans ce journal, nous parlerons aussi du lancement des enquêtes nationales sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour le commissariat à la sécurité alimentaire et ses partenaires, l'objectif est de collecter des informations fiables pour la mise en œuvre du cadre harmonisé prévu du 6 au 11 novembre 2023. L'actualité, c'est aussi le match amical Aigle du Mali, éléphant de Côte d'Ivoire. Les Aigles sont bien arrivés hier à Abidjan. Ils ont été accueillis en pompe par la forte colonie malienne. Le match se jouera demain au stade Alassane Dramane Ouattara. Coup d'envoi 20h. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce 20h. D'abord, une délégation ministérielle du Mali était ce lundi au Burkina Faso pour une visite de quelques heures. Elle était conduite par le ministre d'État en charge de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement avec son collègue des affaires étrangères et de la coopération internationale. Le colonel Abdoulaye Maïga était porteur d'un message du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à son homologue du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Les deux chefs d'État ont une parfaite identité de vue sur les défis du moment et entendent renforcer leur concertation pour y apporter des solutions idoines et durables. Le reportage complet au cours donc de ce journal. Les rescapés de l'attaque contre le bateau Tombouctou ont été transportés à Gourmara-Rousse. Des dispositions sont prises afin que ces derniers rejoignent leur localité dans des conditions sécurisées. La ministre de la Santé et du Développement social, colonel Assab Diallo Touré, nous fait le point de la situation. Elle est au micro de Barakissa Ouattara. Depuis la survenue de l'événement, les autorités ont tout mis en œuvre pour la gestion de la situation en collaboration avec les autorités à différents niveaux, avec les communautés et avec les partenaires. Des mesures ont été prises pour l'évacuation et la prise en charge de tous les blessés au niveau de Gao et au niveau de Gourmara-Rousse. C'est le lieu pour moi de remercier toutes les communautés, surtout les communautés riveraines, pour avoir apporté le secours, pour leur hospitalité envers ces victimes. À la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui le 11 septembre 2023, nous comptons 407 rescapés au niveau de Gourmara-Rousse, 21 blessés pris en charge à l'hôpital régional de Gao. Et pour les personnes décédées, les investigations sont toujours en cours pour faire le compte et donner un bilan définitif. Le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a donné des instructions pour que toutes les dispositions soient prises afin que ces rescapés puissent regagner leur localité dans la plus grande sécurité. Et je voudrais, au nom de toutes les autorités, rassurer ces populations que d'autres mesures seront prises pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le plan d'action national relatif à la résolution 1325 des Nations Unies est en cours d'exécution. Une formation est ouverte dans ce sens depuis ce matin à l'endroit des ambassadeurs et des ambassadrices de la paix. La session porte sur les sujets en lien avec la prévention et la gestion des conflits. Awa Adama Koulibaly. Pour aider les femmes engagées dans les activités de prévention et de gestion des conflits à mieux jouer leur rôle, 30 femmes venant des régions de Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal ainsi que des directions régionales en charge de la promotion de la femme vont être outillées. Il est indéniable que les femmes sont et demeurent les actrices principales de tout processus de paix ou de réconciliation. Le but est de mettre à votre disposition les outils nécessaires pour accomplir vos rôles et responsabilités dans un environnement où la guerre impacte des femmes, des filles et des communautés entières. Il faut que les femmes comprennent qu'elles sont essentielles dans le cadre du processus de paix. Ne prenez pas cet aspect-là comme une formation supplémentaire. Faites en sorte que ce soit une formation utile pour vous. L'État fait des efforts pour vous former,
Les partenaires font des efforts pour vous former. Ne donnez pas l'impression que c'est des formations, ça finit dans les tiroirs et il n'y a pas d'action sur le terrain. La représentante résidente de l'ONU Femmes d'abonder dans le même sens en réaffirmant le soutien de son organisation à la cause. La participation pleine et entière des femmes et des jeunes à la prévention et à la gestion des conflits, à la consolidation de la paix, contribuera à la consolidation de la démocratie participative et inclusive. Je voudrais encore une fois réitérer ici la disponibilité d'ONU Femmes à poursuivre et à renforcer ce partenariat dans le même élan. La Suède, à travers l'Académie Folke Bernadotte, se joint aux experts de l'ONU pour assurer le renforcement des capacités de ses ambassadrices de paix pour des négociations réussies et des résultats plus durables. Le ministre de l'Industrie et du Commerce était ce matin à l'usine Métal Soudan, une unité industrielle spécialisée dans le travail du fer et des bâtiments situés dans la zone industrielle de Djalakorba. Après le constat, le ministre Moussa Alassane Diallo a saisi cette occasion pour faire part de la nouvelle vision des autorités dans le secteur de l'industrie et du commerce. Une vision qui n'a d'autre but que d'assainir le climat des affaires en vue de son décollage rapide. Modibo Mariko. Fabriquer des cubes d'adduction d'eau ou d'hydrocarbures, des semi-remorques de transport, des conteneurs en passant par des pompes, passerelles et autres pylônes pour antennes, les métiers des fer et des bâtiments n'ont plus de secret pour Métal Soudan, la première entreprise privée du Mali qui existe depuis 1956. À cette corde de son arc, l'entreprise a ajouté une autre, celle du jaugeage des camions-citernes et tout autre type de réservoir, chose qui lui vaut aujourd'hui d'avoir un partenariat avec d'autres sûretés de l'État, notamment l'Agence malienne de météorologie. Ce partenariat que nous avons avec l'AMAM, dans le cadre du jaugeage, c'est une satisfaction totale. C'est un des éléments facteurs entre l'État et le privé qui a le plus marché. Dans le jaugeage, nous faisons toute la partie technique et la partie administrative. Le contrôle revient à l'AMAM. Avec la confiance, tu as toute la sous-région. Aujourd'hui, vous avez des pétroliers qui exigent que ce jaugeage soit fait à Métal Soudan, au Mali. Un exemple de partenariat public-privé qui a porté ses fruits et qui n'est pas prêt de s'arrêter. À titre d'illustration, la signature très prochaine de son renouvellement souhaité et saluée par les ministres de l'Industrie et du Commerce. C'est parce que nous avons en cœur d'assurer le respect des normes. Et le respect des normes passe aussi par le respect du jaugeage des citernes, pour vérifier à la fois les capacités, mais aussi les contenus. Donc en cela, nous avons fait confiance à Métal Soudan et cette confiance est respectée. Donc moi j'encourage, je soutiens que ce partenariat puisse se poursuivre et même se renforcer dans d'autres domaines où nous n'avons pas les compétences et pour lesquels l'État, à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce, peut être amené à déléguer, n'est-ce pas, cette compétence au secteur privé. Si l'État a les moyens de le faire, l'État le fera. Mais si l'État n'a pas l'outil, l'équipement, l'expertise nécessaire, en tout cas pour assurer le contrôle des normes, pour assurer la qualité des produits, j'irai chercher là où se trouvent les compétences, dans le bonheur de notre économie, pour le développement de l'outil industriel, mais aussi dans le respect des droits des consommateurs. Sur une capacité de production de 300 tonnes de charpente par mois, Métal Soudan n'en est qu'à la moitié presque. La faute à la concurrence déloyale, entre autres problèmes auxquels les ministres ont pris bonne note au cours de cette visite. Mais non sans aussi expliquer la nouvelle vision des autorités actuelles pour le secteur de l'industrie et du commerce. Une politique qui a pour objectif d'assainir le climat des affaires, lutter contre la fraude en vue de permettre aux productions nationales de répondre à la demande nationale. Les commissariats à la sécurité alimentaire et ses partenaires ont lancé ce lundi les enquêtes nationales sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est à travers un atelier de formation des enquêteurs. Au total, 700 jeunes diplômés seront formés jusqu'au 20 septembre. L'objectif est de collecter des informations fiables pour la mise en œuvre du cadre harmonisé prévu du 6 au 11 novembre 2023. Des précisions avec Mariam Koné. La première étape de l'enquête nationale de sécurité alimentaire et de nutrition vient d'être lancée. Ils sont 700 jeunes diplômés qui seront formés. Ils ont pour tâche de recueillir des données fiables pour la mise en œuvre du cadre harmonisé. Il est utile de rappeler que l'objectif de cette enquête ANSAN
est de collecter des informations fiables et récentes sur la situation alimentaire et nutritionnelle de nos populations en vue de fournir des supports validés pour la mise en œuvre du cadre harmonisé prévu du 6 au 11 novembre 2023. Il est de notoriété publique que depuis quelques années, cette étude est devenue le socle, sinon le principal outil d'aide à la décision pour le gouvernement et ses partenaires en matière de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette enquête est un exercice important pour le Mali et ses partenaires pour garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population. Les données de l'INSAN doivent servir de base solide pour l'élaboration de politiques et de programmes visant à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition au Mali. Cela nécessitera une coordination étroite avec le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et les communautés locales. La FAO s'engage à apporter son expertise et son soutien pour garantir que les données soient utilisées de manière efficace pour améliorer la vie des populations, surtout les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour l'année 2023, l'appui du PAM et du cluster sécurité alimentaire au renforcement du système d'alerte précoce sera concrétisé à travers un appui financier de plus de 660 millions de francs CFA. Pour le présent cycle des enquêtes nationales du SAP de septembre à novembre 2023, l'appui du PAM et du cluster sécurité alimentaire est estimé à plus de 400 millions de francs CFA. Les futurs enquêteurs seront outillés pour une meilleure maîtrise méthodologique en vue d'un bon déroulement des activités sur le terrain. Suite aux attaques terroristes perpétrées contre le bateau Tombouctou et la position des forces armées maliennes, le jeudi 7 septembre 2023 à Bamba, région de Gao, nous avons reçu des communiqués au niveau de la rédaction. Il s'agit de l'UNTM, l'association des ressortissants et sympathisants de Besso pour le développement du Mali, l'association des Taranzi du monde, le mouvement La Sentinelle du Mali, le RDP, les familles fondatrices de Bamako, Niaré, Touré, Dravé, l'association Changement au Mali, l'Union patriotique du Mali, les réseaux des femmes africaines ministres et parlementaires, l'Union nationale des chauffeurs de l'administration publique du Mali, l'association Devoir de Génération, l'association Bois Numi, le mouvement pour le rassemblement du peuple, le mouvement Vieille citoyenne, le Conseil national des personnes âgées du Mali, le mouvement pour le Mali, l'association des groupements d'églises et missions protestantes et évangéliques au Mali, la FEDAVEM, le collectif 5 ans ou plus, les PCR, l'Union pour le Mali, le mouvement citoyen et patriotique Éveil Mali, l'organisation malienne des sortants de l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams, le parti Sadi, le réseau des jeunes maliens pour le développement socio-économique et l'association des gendarmes retraités et veuves du Mali, la FEMAF, l'Union nationale des motos taxi, la CDTM, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, la Ligue malienne des imams et uridis pour la solidarité islamique, l'association des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali, l'association malienne des magistrats et juges des comptes à la retraite, la Convention citoyenne pour les réseaux de l'émergence du Mali, tous condamnent avec la dernière énergie ces attaques terroristes barbares et lâches. Il s'incline devant la mémoire des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Cet autre communiqué, le parti Sadi, l'organisation malienne des sortants de l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams et le réseau des jeunes maliens pour le développement socio-économique expriment leurs condoléances à Sa Majesté le roi Mohamed VI et au peuple marocain suite au tremblement de terre qui a endeuillé le royaume. Le projet Belgium Plus vient d'être lancé ici à Bamako. Il s'agit d'un projet de lutte contre la résistance antimicrobienne. Le programme est piloté par le Mali et sera exécuté dans 6 pays. Batraori.
La résistance antimicrobienne, c'est quand la prise des médicaments ne donne pas l'effet escompté dans la lutte contre les parasites, les virus, les bactéries et les champignons. Le phénomène est d'actualité à l'échelle mondiale et l'OMS avance le chiffre de 700 000 morts par an. Un chiffre qui devrait malheureusement augmenter les années à venir si rien n'est fait. Le projet Delgem Plus qui vient d'être lancé à Bamako constitue une contribution. Delgem Plus est un programme de formation et de recherche sur la résistance aux antimicrobiens. Donc le programme Delgem Plus va combler cette lacune en offrant des formations diplômantes de niveau master, de niveau PhD et des formations spécialisées de postdoc et de chercheurs qui vont durant 4 ans être outillés pour mieux comprendre la résistance aux antimicrobiens et pour nous aider à développer des outils qui nous permettent de combattre ces microbes résistants. Malgré son ampleur sur la santé humaine, le phénomène de la résistance antimicrobienne est mal connu, d'où le soutien du département en charge de la recherche scientifique. Le Mali est honoré d'être le chef de file de cet ambitieux programme à travers un de nos enseignants-chercheurs de l'USTTB, le professeur Ablaye Dimne. Au directeur de Delgem Plus, à l'USTTB et à tous les partenaires, il dit « Soyez rassurés que le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique apportera tout son soutien pour le succès de ce programme. » Le projet Delgem Plus est exécuté au Mali à travers l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako. Outre le Mali qui assure la coordination, le projet sera exécuté dans 5 pays, le Ghana, l'Afrique du Sud, la Gambie, le Kenya et le Gabon. C'est parti pour les travaux d'élaboration du plan opérationnel 2024-2025 de l'OMS à Ségou. Les acteurs de la santé sont réunis pour mettre en place ce plan contenant plusieurs innovations. Ils vont également procéder à une évaluation des programmes budgets de la période 2022-2023. Honoré Tienou. À travers cette rencontre, les acteurs de la santé élaborent un plan opérationnel pour la période 2024-2025 de l'OMS. Mais avant, ces acteurs évaluent les programmes budgets de l'organisation pour la période 2022-2023. Pour cette période, plusieurs interventions sont réalisées. La mise en œuvre de plans 2022 et 2023 a été marquée par la poursuite de la riposte contre la pandémie de Covid-19 qui malheureusement a eu des impacts négatifs sur les systèmes de santé et d'autres urgences de santé publique. Aussi, au cours du biennum passé, l'appui de l'OMS est passé par tous les domaines prioritaires identifiés par le ministère de la Santé dans la mesure de ses moyens. La rencontre est également une opportunité pour les acteurs de la santé d'identifier les produits-services alignés au programme journal de travail ainsi que les actions en lien avec ces produits-services, choses qui leur permettront d'élaborer un plan opérationnel pour la période 2024-2025. L'accent devrait être mis sur, entre autres, le renforcement de la capacité de résilience des 6 piliers du système de santé, à savoir les ressources humaines, la gouvernance et la coordination, l'offre et prestation de services, les médicaments et produits de santé, le financement de la santé et le système d'information sanitaire. Le présent cadre est un moyen pour l'OMS et le ministère de la Santé de capitaliser les progrès accomplis conformément à l'orientation stratégique de l'OMS. Seydina Aliou Diallo a été réélu à la tête du conseil patronal de CAI avec 84,5% des voix. Avec une équipe de 22 membres, dont 2 femmes, il conduira les destinées de l'organisation pour un second mandat de 5 ans. Le point de cette assemblée générale élective avec Benoît Fofana. Âgé de 72 ans, Seydina Aliou Diallo est élu à la tête du conseil patronal de CAI. C'était lors de l'Assemblée générale de renouvellement des instances tenue ce samedi 9 septembre dans la cité des Rails. Après 2 heures d'horloge de travaux, sur 110 votants, les 93 délégués qui ont répondu présents, 90 ont voté oui et 3 contre. Seydina Aliou Diallo, le seul candidat, bénéficie ainsi la confiance renouvelée des délégués avec un taux de 84,5% des voix. Il dirige désormais un nouveau bureau de 22 membres, dont 2 femmes,
pour un second mandat de 5 ans. Je suis très content, mais c'est aussi une charge encore que je vais quand même faire tout pour honorer cette confiance. On va œuvrer pour les marches des sociétés. On fera tout pour améliorer la vie quotidienne des Maliens et des opérateurs économiques. Le CNPM sera désormais exigeant sur le respect des textes par les CPR et les groupements professionnels membres, en leur demandant la tenue régulière et à temps les élections et autres instances, tout en respectant les règlements électoraux. Le chef de l'exécutif régional n'a pas manqué d'avouer sa satisfaction suite au bon déroulement des travaux. Je voulais tout d'abord saluer le climat de sérénité qui a prévalu pendant le processus. Et nous voudrons féliciter le nouveau bureau, que tous les entrepreneurs de la région puissent placer leur confiance en eux. Je voudrais enfin les rassurer de l'accompagnement de l'administration et de tous les services. La présentation du bilan 2018 à 2022 du bureau sortant et la rélecture des textes ont constitué les temps forts de cette Assemblée générale élective du renouvellement du bureau du Conseil patronal de la région. Notons qu'auparavant, 1 minute de silence avait été observée à la mémoire des victimes civiles et militaires de l'attaque du 7 septembre dans la région de Gao. Première session ordinaire de la Chambre régionale d'agriculture de Sikasso au titre de l'année 2023. Au cours de cette session, les participants évaluent l'état de mise en œuvre des recommandations de la dernière session consulaire. Ils partagent les difficultés rencontrées pendant la campagne agricole 2022-2023. Irubala Djakite. C'est un cadre de partage et d'information sur les questions agricoles entre élus de l'Assemblée consulaire de la Chambre régionale d'agriculture de Sikasso en vue d'identifier les contraintes agricoles et de proposer des solutions. La session est organisée à l'intention des élus des 7 cercles de la collectivité région de Sikasso, les représentants des organisations paysannes, les services techniques avec l'appui financier de l'Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement. Et nous avons eu quand même à organiser les maraîchers, à commencer le processus de les organiser en coopérative. Et notre objectif, c'est d'aller jusqu'à leur fêtière, c'est-à-dire jusqu'à leur regroupement régional. La seconde extension développe des activités complémentaires en lien avec l'objectif spécifique défini lors de la première extension et commun aux 2 programmes MLI 21 et MLI 22. Dans ce contexte, certains partenariats dans le cadre de la poursuite des activités font l'objet d'une prolongation. Au cours de cette session, les participants vont évaluer l'état de la mise en œuvre des recommandations de la dernière session, les difficultés rencontrées pendant la campagne agricole 2023-2024. Je compte beaucoup sur votre participation active et vos capacités à débattre entre vous de tous les sujets qui contribueront à rehausser l'image de la profession agricole au niveau de la région. C'est pourquoi je vous invite également à bien échanger entre vous durant cette session et apporter beaucoup d'intérêt à toutes les recommandations qui seront issues de la présente session. Cette session devrait aboutir à des recommandations visant à améliorer la productivité agricole et d'accroître le revenu des producteurs avec à la clé booster l'autosuffisance alimentaire. À Tombouctou, 13 secrétaires généraux des mairies se familiarisent avec une nouvelle technique en matière de gestion des ressources de l'État. La formation est assurée par un projet spécialisé dans le domaine. On en sait plus avec Najim Bawa Sissé. Dans le souci de contribuer à la bonne gouvernance au niveau des collectivités territoriales, des régions de Tombouctou et de Taoudeni, le projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services apprend à 13 secrétaires généraux l'utilisation de la méthode de géocapacitation, un outil qui permettra à ces acteurs de promouvoir la bonne gestion des ressources au niveau de leurs collectivités respectives. C'est un outil de géocapacitation des investissements réalisés dans le cadre des projets financés par la Banque mondiale. Il s'agit pour nous d'outiller d'une part les secrétaires généraux en tablette afin de leur permettre d'utiliser, de manipuler, afin d'envoyer ces informations sur une base centrale qui est logée au niveau de la Banque mondiale. Une évaluation de performance effectuée en 2022 a permis d'enregistrer des résultats satisfaisants. Néanmoins, il est attendu du PDRAS la mobilisation au profit de ces communes des 2 régions, plus d'1 milliard de francs CFA. Je vous engage à donner le meilleur de vous-même pour mobiliser à temps ces ressources et conseiller les élus
à les investir dans les services sociaux où les besoins des populations se font sentir, surtout en cette période difficile que traverse notre région, liée essentiellement aux opérations de rétablissement de la sécurité en cours par les FAMA, sous l'impulsion des autorités de la transition, sous le leadership du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Avec ces nouvelles compétences et moyens mis à leur disposition, ces secrétaires généraux seront plus dynamiques dans la mobilisation et gestion au niveau de leur collectivité. Le Mali, magnifié en France à travers Marietou Diko, elle est championne dans le domaine de la mode et de la gastronomie. Cette étoile filante est désormais nommée ambassadrice de la mode et de la gastronomie. C'était à la faveur du village international de la gastronomie qui s'est déroulé du 7 au 10 septembre 2023. Suivant le commentaire de Boubacar Kanouté. 2 décennies au service de l'intelligentsia méritent d'être célébrées avec faste. Il s'agit du programme YES, financé par le département américain pour promouvoir la compréhension mutuelle entre les élèves de certains pays et ceux des États-Unis d'Amérique. Notre pays bénéficie de cette formation. À ce jour, 180 lycéens maliens ont été formés au pays de l'oncle Sam. Ce présent cadre vise à inciter les élèves à participer massivement aux 10 programmes pour bénéficier des opportunités. Chaque année, nous sélectionnons des élèves pour les envoyer aux États-Unis gratuitement. Les élèves doivent être dans des critères pour qu'on puisse les sélectionner à aller aux États-Unis. Ici au Mali, les critères sont parmi... Il faut d'abord avoir la nationalité malienne, être en 9e, 10e ou 11e année, ne pas avoir de notes en dessous de 10 dans aucune matière et avoir une moyenne minimum annuelle qui est égale à 13. So the YES program sends young adults. J'ai vu beaucoup de gens ont participé à ces programmes. Nous célébrons les 20 ans aujourd'hui, beaucoup de 22 000 personnes, dont 180 du Mali. Et j'ai vu que beaucoup ont commencé à créer leur propre entreprise. Les superlatifs n'ont pas manqué pour vanter les avantages de cette formation qui est le programme YES, qui façonne positivement les futurs cadres avec en toile de fond le transfert des compétences. Donc on va aux États-Unis, on apprend beaucoup de choses, ce n'est pas seulement sur le plan scolaire, nous apprenons beaucoup de choses au cours de notre programme et lorsque nous revenons, même quand on est au programme, quelque chose qu'on nous dit beaucoup, c'est « give back to the community ». Et ça veut dire « rendez à la communauté ce qu'elle a fait pour vous ». Vous avez créé un pont culturel entre nos 2 pays, ça c'est extrêmement important. Ce pont culturel, c'est un exemple de coopération culturelle parce que nos jeunes partent aux États-Unis, ils vont avec les vraies valeurs maliennes. La visite des stands qui représentent des villes américaines qui accueillent les élèves maliens sous le regard admiratif de l'ambassadeur des États-Unis au Mali boucle cet anniversaire. Voilà, ce reportage de Boubacar Kanouté portait sur le programme YES, ce programme d'échange culturel et académique qui offre l'opportunité aux élèves bénéficiaires de passer une année académique aux États-Unis. Des fausses informations circulent sur les réseaux sociaux faisant état de l'obstruction de la voie publique par les ordures au grand marché de Bamako. Il s'agit de l'axe du boulevard du Peuple. Les responsables du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et la mairie du district de Bamako ont effectué une visite de terrain pour faire le constat. Aliou Abdoulaye Touré. Sur les réseaux sociaux, voilà à quoi ressemble le boulevard du Peuple. À la date du lundi 11 septembre 2023, voici les 10 boulevards. Les ordures évacuées, la circulation redevient fluide. Les services techniques effectuent une visite de supervision. Depuis le départ de Ozone, les plus hautes autorités en ont pris conscience et on est en train de s'organiser pour, n'est-ce pas, pour reprendre, équiper la voirie du district de Bamako pour que vraiment l'insalubrité de la ville ne soit qu'un triste souvenir. C'est une suite logique de la visite du ministre qui a eu lieu le samedi 9 septembre 2023. Et donc nous sommes là aujourd'hui pour vérifier l'instruction qui a été donnée par le ministre, si elle a été suivie ou pas. Et comme vous-même vous le voyez, la circulation est dans tous les sens, donc c'est très fluide. Il n'y a pas d'encombrement d'ordures, il n'y a même pas de taches noires. Intox, fake news, fausse information,
Les images qui circulent sur les réseaux sociaux faisant état d'obstruction du boulevard du Peuple. L'opération d'évacuation des ordures est rendue possible depuis le samedi dernier grâce à la mairie du district et le ministère en charge de l'environnement. Cet autre communiqué de fausses informations circule ce 11 septembre 2023 sur les réseaux sociaux et attribue au directeur général de l'OMH des propos relatifs à l'attribution de 5000 logements sociaux aux bénéficiaires. Le directeur général de l'OMH demande catégoriquement ces fausses informations naturellement dénuées de tout fondement. La direction générale de l'OMH condamne de la manière la plus ferme cette vulgaire manipulation de l'opinion et se réserve le droit d'entreprendre toute action judiciaire à l'encontre des auteurs et complices de ces fausses informations. Je vous l'annonçais tout à l'heure, le Mali, magnifié en France à travers Marietou Diallo, elle est championne dans le domaine de la mode et de la gastronomie. Cette étoile filante est désormais nommée ambassadrice de la mode et de la gastronomie. C'était à la faveur du village international de la gastronomie qui s'est déroulé du 7 au 10 septembre 2023. Suivant le commentaire de Boubacar Kanouté. L'univers de la mode et de la gastronomie est souvent le reflet de la richesse culturelle d'un pays. C'est le cas de Marietou Mariette Diko, créatrice de mode et ambassadrice officielle du Bogolan du Mali. Ces deux mondes sont les vecteurs par lesquels elle révèle l'authenticité et la noblesse de la ressource textile de l'Afrique de l'Ouest. Merci pour cette nomination qui est d'abord pour le Mali, mon pays d'origine, et pour mon continent, l'Afrique, toute l'Afrique, mais en particulier pour l'Afrique de l'Ouest. J'espère mériter amplement cette reconnaissance, cette nomination, et j'œuvrerai dans le sens de l'unité des peuples. Et la gastronomie, qui est l'art culinaire, est aussi le moyen de magnifier les arts des étoffes. Ambassadrice de l'excellence, Marietou Mariette Diko incarne l'excellence à travers la mode et la gastronomie. Deux domaines qui transcendent les frontières pour célébrer la diversité et la beauté de l'humanité. Elle est un exemple pour la jeunesse porteuse d'authenticité culturelle et garante de la préservation des traditions. Avec une vision sans limite, elle ouvre la voie à une meilleure compréhension entre les peuples et à un avenir où chaque identité trouve sa place dans un monde interconnecté. Les Aigles du Mali sont à Abidjan, arrivés hier en Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés hier en Côte d'Ivoire en amical contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Un test grandeur nature pour l'équipe nationale face au pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier et février prochain. Le coup d'envoi du match est prévu pour 20h au stade Alassane Dramane à Ouattara. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Abidjan, Aridjou Matina et Mahamadou Sidibé. Après avoir bouclé en beauté les éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, 4-0 contre le Soudan du Sud lors de la 6e et dernière journée, l'équipe nationale a dans son agenda un autre match. Il s'agit cette fois-ci de la rencontre amicale contre la Côte d'Ivoire, pays hôte de la prochaine phase finale de la CAN. On se prépare pour le mieux, on va faire un gros match demain. On va essayer de rendre fier notre peuple. Mais mes partenaires et moi, ils sont concentrés. Voilà, c'est un match amical, on connaît le Mali, la Côte d'Ivoire, la rivalité on va dire, mais voilà, c'est de la bonne rivalité. Voilà, on va essayer de faire un gros match pour que le football et l'Afrique triomphent. On est axé que sur le football. On a bien sûr toujours avec en ligne de mire cette phase finale en janvier prochain. Voilà, donc le but c'était de découvrir un petit peu le contexte ici à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Voilà, se rapprocher de nos supporters ici, faire un bon match avec tout ce que ça comporte au niveau de l'état d'esprit. Dans l'histoire, les confrontations Aigles du Mali éléphant de Côte d'Ivoire suscitent énormément d'engouement et tournent généralement à l'avantage des Ivoiriens. Mais cette fois-ci, l'actuelle génération des Aigles du Mali veut renverser la situation et rester sur sa dynamique positive de résultats. L'adversaire, la Côte d'Ivoire, est un véritable sparring partenaire qui regorge des joueurs qui jouent au top niveau, tels que Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Sébastien Haller. Se frotter à un tel calibre est vraiment un test grandeur nature. Là aujourd'hui, on est avec la Côte d'Ivoire
qui est une grosse nation du football africain. Le mois prochain, on sera avec le Sénégal et l'Arabie Saoudite. Donc on aura un football avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal, 2 grosses équipes africaines. Et ensuite un football arabe. Donc c'est bien, ça nous permet de nous préparer. Et une préparation ne sert pas à meubler l'espace. Une préparation sert à préparer la performance. Donc aussi bien sur le plan physique, technique que tactique et mentalement. Pour ce mardi, 21 joueurs seront à la disposition du sélectionneur Elise Kouchel. Alou Dieng est rentré dans son club en Égypte et Adama Traoré Malouda est blessé. Côte d'Ivoire-Mali, c'est ce mardi à 19h au stade Alassane Dramane à Ouattara. Et vous pourrez suivre ce match à partir de 20h sur ORTM 2 en direct. Je vous l'annonçais tout à l'heure, une délégation ministérielle du Mali était ce lundi au Burkina Faso pour une visite de quelques heures. Elle était conduite par le ministre d'État en charge de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement. Avec son collègue des affaires étrangères et de la coopération internationale, le colonel Abdoulaye Maïga était porteur des messages du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à son homologue du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Les 2 chefs d'État ont une parfaite identité de vue sur les défis du moment et entendent renforcer leurs concertations pour y apporter des solutions idoines et durables. Les récits de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Brahma Traoré et Abou Koné. C'est une journée du lundi ensoleillée au Burkina Faso, une température de 26 degrés sous un ciel complètement dégagé. Pas de nuages donc à l'image des relations entre le pays des hommes intègres et le Mali. C'est dans ces conditions climatiques favorables qu'une délégation ministérielle malienne arrive à Ouagadougou. C'est le ministre d'État en charge de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga, qui conduit cette délégation. Direction le palais présidentiel où la délégation malienne est accueillie à l'entrée principale de ce haut lieu du pouvoir exécutif. Une dizaine de minutes plus tard, le chef de l'État du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, fait son entrée dans la salle d'audience. Après quelques images, la presse est priée de prendre la porte. Le reste des échanges se déroule donc à l'abri des caméras. À sa sortie de l'audience, le ministre Abdoulaye Maïga précise l'objet de la visite. Nous étions porteurs d'un message de son Excellence le président Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition du Mali, à son frère et homologue, son Excellence le capitaine Traoré, président du Faso. Le message, c'est globalement, bien entendu, vient à point nommé. Vous savez, le Mali, le Burkina Faso ont des défis communs, aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan socio-politique et économique. Et ceci nécessite une concertation permanente. Bien entendu, nous avons eu l'occasion de... Face à la diversité, une unité d'action devient plus qu'une nécessité. C'est ce à quoi travaillent au quotidien maliens et burkinabés. La finalité est de restaurer la paix et la sécurité dans les 2 pays. Son Excellence le président Traoré nous a prodigué de sages conseils pour maintenir le cap et relever ces défis qui se posent à nous, bien entendu au bénéfice de nos populations. Le Mali et le Burkina Faso, 2 pays en transition, engagent également des réformes dans les domaines sécuritaires et militaires en vue de bâtir une société plus sûre, stable et démocratique. Elle est à l'origine de douleurs très intenses dans le dos ressemblant à des coups de poignard. Il s'agit de la hernie discale lombaire. En plus des douleurs dans le dos et dans les jambes, elle peut aussi déclencher des troubles urinaires et même parfois une paralysie. C'est une pathologie très fréquente de nos jours. Focus Santé, une réalisation de Barakissa Ouattara. Pour la plupart des gens qui ont une hernie discale lombaire, la douleur du bas du dos ou lombalgie est le symptôme initial. Elle est souvent suivie par une éventuelle douleur des jambes, un engourdissement ou une faiblesse musculaire. Cette douleur des jambes va typiquement en dessous du genou et souvent dans le pied et la cheville. Pour mieux comprendre cette pathologie, un vrai cours d'anatomie s'impose. Ce qui se passe le plus souvent, au niveau de la colonne vertébrale, on a ce qu'on appelle le corps vertébral. Nous avons le disque
qui joue le rôle d'amortisseur et entre deux vertèbres. Et qu'est-ce qui va se passer dans une hernie discale? C'est que maintenant, ce disque est composé de deux composantes. Il y a le composant qui est fibreux et l'autre qui est pulpeux. On parle d'annulus pulposus et d'annulus fibrosus. Et pour ce qui est du pulpeux, il va sortir à travers une fissure. Donc le contenu du disque va sortir et comprimer la racine nerveuse qui passe dans le canal rachidien. En français facile, il s'agit d'une fissure ou rupture de la couche dure d'un disque dans la colonne vertébrale. Une mauvaise posture et des mouvements incorrects peuvent affaiblir le disque. Une hernie discale peut également survenir suite à un mouvement brusque du dos dans une mauvaise posture. Par exemple, quand on est en train de faire la lessive, au lieu d'être là, penché en avant, faire la lessive, mieux vaut prendre un petit tabouret, s'asseoir. Ça permet de reposer la colonne vertébrale et faire sa lessive tranquillement. Il en est de même quand on va soulever des objets très lourds, mieux vaut se faire aider par une autre personne. Et également, il faut que la statique rachidienne soit respectée. Parmi les complications les plus fréquentes de la hernie discale lombaire figurent la paralysie, la rétention d'urine ou une incontinence urinaire. Il peut y avoir également un dysfonctionnement érectile en ce moment. Donc, ça peut même être des circonstances de découverte. Aussi, le dysfonctionnement érectile par la suite chez ces patients-là. Et ce qui est important, c'est que lorsque ce tableau s'installe, le plus souvent, il est difficile de récupérer. C'est une extrême urgence neurochirurgicale. Le principal traitement de la hernie discale consiste à soulager la douleur et l'inflammation à l'aide de médicaments à base dentalgique, mais aussi. Et généralement, le traitement peut aller jusqu'à 1 mois, 2 mois. Et lorsqu'il est bien conduit, on peut être amené par la suite à associer, selon l'examen clinique du patient, de la massokinésithérapie, donc une rééducation. Lorsque un patient fait un traitement médical bien conduit, au moins pendant 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, avec une corrélation clinique et radiologique, et que maintenant le diagnostic est posé et que c'est clair, on peut être amené à la chirurgie. Maintenant, cette chirurgie se fait dans un contexte de consentement éclairé, après avoir expliqué au patient tous les risques possibles. Aujourd'hui, la prise en charge de la hernie discale est possible au Mali. On compte 7 spécialistes agrégés dans le domaine un peu partout dans le pays. Un mot de culture. Les biennales artistiques et culturelles ont été d'un grand appui à la découverte des talents dans les zones les plus reculées du pays. C'est ainsi que le RTM Tombouctou est allé puiser dans le vivier des artistes un polyvalent aux talents incroyables et incontestables. El Hadji Mahalmadan dit Hadji, âgé de 65 ans, toujours actif et productif. Qui est El Hadji Mahalmadan? La réponse dans ce dossier est signée Yaya Tandina. Cette voix cassée est celle de notre héros du jour. El Hadji Mahalmadan Di Hadji, c'est son nom, du haut de ses 65 ans, continue sans relâche à apporter sa touche aux différentes compétitions artistiques et culturelles de la région de Tombouctou. Ce doigté du digital est aussi polyvalent, auteur, compositeur, guitariste et sportif. Pur produit des semaines artistiques et culturelles, El Hadji est un passionné de la musique. Depuis qu'on était avec Gao, Tombouctou était cercle de Gao. Là, j'ai participé au théâtre. J'étais un acteur, un batteur. Mais en 1977, notre dernière semaine sur Gao, là, j'étais avec la troupe en même temps l'orchestre. J'ai participé aux deux. Et on est devenu premier dans toutes les disciplines. Mais Gao nous a retiré les coupes parce qu'il y a eu la séparation. À partir de là-bas, on nous a dit que Tombouctou serait région en 1978. Donc, ce n'est pas la peine qu'on amène leur coupe. On n'a amené que des diplômes, je me rappelle bien, en 1977. De retour à Tombouctou, ils ont créé la direction. Et là, il y avait l'orchestre. Et j'ai continué avec l'orchestre. En même temps, je faisais la troupe. Mais la musique était ma passion. Aujourd'hui, doyen de l'orchestre, le Djaba régional de Tombouctou, Hadji partage son savoir et son expérience avec la nouvelle génération. Une approche que ses aînés lui ont léguée et qu'il continue d'entretenir malgré son âge. Agent de la direction régionale de la jeunesse et des sports, se rappelle de plusieurs éditions des biennales auxquelles il a participé en tant qu'acteur, souvent encadreur
et à décrocher des titres honorifiques. En 82, j'ai été le meilleur médiumiste de la Biennale. 84, j'ai été le meilleur saxophoniste de la Biennale. Un moment où je me suis dit, il faut préparer une relève. J'ai commencé à former les jeunes. Les 99% des jeunes qui jouent, qui chantent, ça c'est moi qui les ai formés. Aujourd'hui, il est l'un des rares artistes de sa génération à poursuivre la promotion de la culture. Certains de ses coéquipiers vivants ont décidé de raccrocher pour des raisons de santé ou volontairement. Et à suivre l'intégralité de cette activité culturelle demain dans nos programmes. Direction le Niger, où le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a accordé ce lundi une audience à une délégation ministérielle du Mali, conduite par le ministre d'État chargé de l'administration territoriale. La délégation était porteuse des messages du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à son homologue, le général Abdourahmane Tchani. Un message dans lequel le chef de l'État réaffirme son soutien aux nouvelles autorités nigériennes dans leur combat pour la souveraineté et l'indépendance. Les récits de nos envoyés spéciaux à Niamey, Brahma Traoré et Abou Okone. Après Ouagadougou, les émissaires du président de la transition atterrissent à Niamey, la capitale nigérienne, pour le même exercice. Au palais présidentiel nigérien, ils sont reçus par le général Abdourahmane Tchani, président du Comité national pour la sauvegarde de la patrie. Naturellement, la situation sécuritaire et politique dans les deux pays est en première ligne des sujets évoqués, mais pas seulement. Nous étions porteurs des messages de haute importance de la part de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à son frère et homologue, le général Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, et chef de l'État du Niger. Évidemment, avant de rencontrer son Excellence le général Tchani, qui a bien voulu nous accorder une audience, nous avons eu une séance de travail avec son Excellence Monsieur le Premier ministre, nous a prodigué de très sages conseils. À l'issue de l'audience avec le général, son Excellence le général Tchani, il a été question essentiellement de raffermissement des relations entre le Mali et le Niger. Comme vous le savez, nous avons des défis communs, aussi bien sur le plan sécuritaire, sur le plan socio-économique et sur le plan politique. Pour faire face à ces différents défis, il est de bon aloi que les différents responsables de nos pays se concertent régulièrement. Évidemment, le résultat final recherché, c'est de servir nos peuples, les différents peuples, le peuple du Burkina Faso, le peuple du Mali et le peuple du Niger. Voilà un peu globalement le résumé de notre mission ici au Niger. Avant le palais présidentiel, une séance de travail a réuni Maliens et Nigériens au cabinet du Premier ministre. Sur la table de discussion, les mêmes défis et la même volonté de travailler ensemble pour réussir ensemble. Dans cette tâche, le Premier ministre nigérien Lamine Zen Ali Mahaman prône surtout la constance et un engagement soutenu pour relever les défis à la fois nombreux et complexes. Avant de vous dire au revoir, nous vous rappelons que le Mali joue demain contre la Côte d'Ivoire en amical. Et le match, c'est à partir de 19h. Et vous pourrez suivre ce match en direct sur ORTM2. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.